Si j'ai un mot. Bon, je vais vous parler en français quand même. Oui, grâce à Pierre, grâce à un ami de Pierre, on a eu connaissance de Hurlobu. Et ayant cette connaissance, on s'était rencontrés à un conseil d'administration de l'agence pour le Picard, qui s'appelait encore comme ça à ce moment-là. Et donc, on a su rapidement qu'il y avait certains de ces textes qui étaient numérisés, qui étaient accessibles sur Internet. Ce que je me suis empressé de télécharger il y a de ça quelques temps, aujourd'hui, je vais dire, il y a 2 ans et demi à peu près. Et puis Olivier, le directeur de l'agence, on se rend compte cet été, parce que un certain nombre des textes qui défilent là, avaient été publiés par extrait dans le Courrier Picard, dans la chronique l'été dernier. Et donc on se rend compte avec Olivier, et puis il me dit, bon, on va publier les textes. Je me dis, oui, mais il y avait quand même marqué, on ne sait pas qui c'est, que l'auteur de ces textes. Puis je lui dis, tu sais, il y en a plusieurs. Ah bon. Et puis bon, enfin de là, on arrive à trouver que, dans ma tête, j'arrive à trouver que ben, ça serait peut-être quand même bien, avant que le bouquin paraisse, qu'on sache au moins qui étaient ces auteurs. De ce défi, en fait, j'ai mené une enquête qui a duré 2 mois. En fait, donc c'était pas gigantesque à faire. Bon, ceci dit, c'est pas mon métier non plus. Je faisais ça le soir ou le week-end. Mais donc 2 mois en septembre-octobre de l'année dernière. Et on avait correspondu avec Olivier, il était parti en vacances aux États-Unis à ce moment-là, et on s'envoyait des messages je lui faisais l'état de l'avancement des recherches. Alors c'est pas quelque chose qu'on fait facilement seul, et en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans une enquête comme ça, on découvre des éléments. Et en particulier, on était quasiment persuadé jusque fin septembre qu'il n'y avait que 7 numéros du Hurlobu, puis d'un seul coup, j'ai découvert par ces recherches-là qu'il y en avait un 8e. Un 8e qui était un improbable numéro à trouver, puisque le porteur de journaux avait sauté dans une tranchée et était mort avec les journaux. Et donc il n'en reste, maintenant on sait qu'il a existé véritablement, ce 8e et dernier numéro, qui est paru il y a précisément 100 ans, en avril 2017, donc 1917. Et donc ce numéro existe, il est à la Bibliothèque nationale, et Olivier a pris un aller-retour Bibliothèque nationale et il a vu, ce qui n'est pas mon cas, le 8e numéro. Donc on construit un certain nombre d'éléments, et puis on va dire, c'est bien gentil de chercher, mais pourquoi faire? On cherche le nom de soldats, 100 ans. L'idée c'était quand même dans une publication de qui? Si on a des textes, pourquoi est-ce qu'on ne trouverait pas une photographie, l'image, la représentation de ces auteurs? Et puis, s'il y a des auteurs qui ont survécu, parce que pour le coup, au moins un des auteurs, enfin même 2, certains ont survécu à la guerre, ils ont peut-être une descendance. Et ayant une descendance, entre guillemets, il y a des ayants droit, il y a peut-être des petites histoires familiales à trouver. Donc c'était un peu ça le but. Alors là, on peut être mieux logé qu'ici pour parler de cette recherche, puisque c'est grâce aux archives départementales de la Somme, grâce aussi et surtout à leur numérisation, parce que s'il avait fallu que je vienne aux heures d'ouverture, je n'aurais pas pu. Donc les archives départementales qui détiennent des trésors extrêmement précieux, accessibles sur Internet, jour et nuit, gratuitement, et qui nous donnent à la fois des archives civiles et des archives militaires. Et donc les archives militaires sont des fiches matriculaires, et l'état civil qui va nous donner les lieux de naissance, de mariage, pour que tout ça soit passé dans la Somme. Il n'y a pas que dans la Somme où les choses sont numérisées, heureusement. Et donc la lecture des textes Picard, dans un premier temps j'avais lu que les textes Picard, je me suis dit ça c'est le Picard de la Somme. Je me suis dit c'est du Picard entre RN et Conti, c'était ça. C'est cette langue-là. Olivier me persuadait que c'était Doulan. Je dis non, c'est pas Doulan. J'espère l'avoir convaincu. Alors lui, il en était convaincu par la graphie. Et moi, je ne me suis pas du tout intéressé à la graphie. Parce que la graphie, elle a évolué au cours des siècles, des 3 derniers siècles du moins. Non, je me suis intéressé au son de la langue et à certains traits linguistiques auxquels je suis rompu par mes lectures, par mes différentes activités depuis une grosse trentaine d'années, ou une petite quarantaine, comme vous voudrez. Et donc, c'est ce secteur-là. Il y a quand même la signature de Biloré, quelque part. Ailleurs, il y a G. Biloré. Ailleurs, il y a G. Ailleurs, il y a des éléments. Et donc, en recoupant tous ces éléments, je suis parti sur l'idée que les gens qui écrivaient ces journaux de tranchées étaient sincères. C'est-à-dire que quand ils disaient qu'ils s'appelaient Biloré, ils s'appelaient effectivement Biloré. Ce n'était pas des pseudonymes.
Pour le coup, le Picard permet de ne pas trop se cacher de la censure non plus. Donc quand il y avait un nom de lieu qui était mis, par exemple Morlaix, Morlaix, donc en jeu de mots, il s'agissait bien de Morlaix, donc la ville de Bretagne. Donc en parlant de l'idée que tout ça était sincère. Et avec les archives, eh bien, j'ai cherché dans Grandonnerie, qui a publié un état des noms de famille au XIXe siècle, et puis j'ai trouvé des localisations de Biloret dans le secteur que je vous ai décrit, là, de Saint-Maxent à Queuvauvilliers. Après, j'ai cherché des gens qui étaient en âge de faire la guerre dans un régiment d'infanterie territoriale, c'est-à-dire des gens de plus de 34 ans, donc forcément nés avant la guerre 34 ans, donc 1880, ou plus tard en 1880, puis en cernant comme ça, grâce aux archives départementales et à l'état civil, j'ai trouvé un certain nombre de Biloret, je ne sais plus, un peu moins de 20. Et de là, il y avait le G, donc je me suis dit, il y a peut-être un quand même qui a une initiale G. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Le nôtre, son vrai prénom à l'état civil, c'est François-Georges. C'est pas Georges. Mais son père, c'est aussi François quelque chose. Et en fait, ils n'utilisent pas François dans la famille. Ils utilisent le deuxième prénom. Et ça, j'en ai eu confirmation. Ensuite, il fallait que mon soldat, qui a écrit, Biloret, le principal, celui qui a écrit dans chaque numéro, comme le disait Anne, il est survécu à la guerre. Et il se trouve qu'il y a des Bilorets qui sont morts dès 1914. Ceux d'Alencourt ou d'Allery, par exemple. Et donc, en resserrant un petit peu, on arrive à un certain nombre qui devient très très limité. Puis d'un seul coup, il y en a un. Il y en a un qui fait, alors ça, c'est pas du Picard, c'est de l'anglais, il fait match. C'est comme ça on dit. Je regarde les jeunes lancés, donc enfin, il y en a un qui colle bien, quoi. En médecine légiste, on dit fait match. Et donc, ça collait bien. Restait à reconstruire, en fait, en amont, sa vie militaire. Et grâce aux archives départementales, et là, ce coup-ci, sur le versant militaire, on a le parcours qui est reproduit dans le bouquin, peut-être qu'il circule, je sais pas. Donc, il y a le parcours militaire de Georges Biloret. Et donc, il se trouve que Georges Biloret, son père est bien de Saint-Maxent, mais il habite à Queuvauvilliers. Et il va faire son service militaire dans le 72e régiment d'infanterie, il va le faire à Beauvais. Et là, on trouve, toujours un peu grâce à Internet quand même, parce qu'on trouve plus facilement, plus rapidement, on trouve un article de presse qui raconte son service militaire, parce qu'il a été témoin d'un accident mortel d'un de ses copains de régiment, donc là on est bien avant la guerre 14, qui va en fait mourir, son copain, en sautant du train, parce qu'il ne veut pas payer son ticket jusqu'à Nantes-Sauval, et puis il paye que la moitié du parcours, et puis il saute du train avant d'arriver à la gare d'arrivée, et lui il est témoin à Queuvauvilliers, et l'autre il continue son chemin, puis il passe sous le train. Et il y a un article de presse qui raconte ça. Donc on a vraiment à la fois des archives là, civiles, puisque c'est la rubrique de chiens écrasés, les faits divers, et puis ça correspond tout à fait à cette période-là de l'activité militaire. Ensuite, en cherchant, quand on a, grâce aux archives départementales, j'insiste, mais c'est la réalité, il y a un nombre de références impressionnants, et j'ai pu retrouver son acte de naissance, j'ai retrouvé ses parents, j'ai retrouvé ensuite qu'il avait été marié à un moment donné, et donc après ça ne va plus. Il part à Paris, tout est en détail dans le bouquin, hein, donc il part à Paris, mais mon Biloret il se marie avec une fille de Comines. Comines c'est à la frontière belge, Paris, Queuvauvilliers au milieu, et bien oui il a fait ce parcours-là. Il a été élève instituteur alors c'est Roubaix ou Tourcoing, je me gourre toujours une fois sur deux, enfin bon, dans la région lilloise. Il a rencontré sa femme, sa future femme. Il est retourné, il était à Issy-les-Moulineaux, il est retourné donc dans la région parisienne. Et puis il est devenu instituteur. Devenant instituteur, il va se marier. Donc il revient à Queuvauvilliers chez ses parents où sont publiés les bancs de mariage. Il se marie à Comines avec son père, mais pas avec sa mère, parce que le train, ça coûtait cher, donc elle se fait représenter. Et puis après, avec sa femme, il va s'installer à Paris. Et on arrive en 1900, et en 1900, fin de l'année, en décembre, il a un fils, René. Et le premier texte qui est publié dans Hurlubu, il est dédié à son fils René. On voit là l'urgence du soldat, qui est, bien que ce soit des régiments de réserve, hein, de l'infanterie territoriale, ils sont en réserve, ils ont plus de 34 ans, voire 40 ans. Ils ont tous des enfants, quasiment tous. Ils sont quand même mis au front. Ils ne sont pas mis du tout en réserve. Ils sont au front, ils sont sous les gaz dans l'Isère, ils sont dans les tranchées, ils sont dans la boue, ils sont en compagnie de leurs camarades morts. Tout ça, c'est dans les textes picards.
et c'est aussi dans les textes français, mais c'est très précisément dans les textes picards, eh bien, donc il a un fils né en 1900. Et l'air de rien, naître entre 1900 ou 1901, ça peut changer tout, parce que 1900, on a 18 ans en 1918, et on peut encore être mobilisé. Et donc, l'urgence pour lui, c'est de dédier son premier texte à son fils, René. Et ça sera d'ailleurs son fils unique. Il n'y a pas de fils après-guerre. Son fils ne sera pas mobilisé en 18. Il a échappé de peu quand même. Et puis, donc les éléments que j'arrive à recueillir, je ne les recueille pas seul non plus. J'ai des amis, j'ai des complices, j'ai des comparses un petit peu partout. Et une fois que j'ai pu identifier Georges Biloret, là il y a Jacques Dulphy qui commence à s'intéresser à mes recherches, la fin septembre, début octobre l'année dernière, qui commence à me dire ah oui, ça m'intéresse parce que lui il avait lu le Courrier Picard, mais bon il regardait ça avec une certaine distance, l'heure de route, je cherche toujours, tu trouveras peut-être. Et donc il m'a donné des coups de main, alors c'est lui qui a retrouvé l'article de presse dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis après il y a un peu de temps en temps un peu d'intuition, hein, ou de la chance, on appelle ça comme on veut, ou de la persévérance, aussi de la patience. Mais donc on peut comme ça être, avoir des regards. Alors le regard de Jacques Dulphy s'est porté sur ça passera tout à l'heure, la première une du Hurlebut, c'est le dessin de une qui prend la mi-page, qui est un très beau dessin, où on voit des soldats en train de lire, je vais vous montrer comme ça, parce que on voit des soldats en train de lire un journal de tranchée, et manifestement ils lisent le Hurlebut. Je ne vois pas bien ce qu'ils pourraient lire d'autre, puisque c'est pour les soldats de ce régiment. Et c'est signé de Leclabert. Alors il se trouve que Louis Leclabert, il se trouve que c'est un sculpteur de renommée, qui est également le sculpteur qui a fait le monument aux morts de la place David, la place du Général de Gaulle. Et il en a fait un deuxième d'ailleurs, monument aux morts dans la ville. Il en a fait plein d'autres. Et il représente des voltigeurs. Et il est question là-dedans des voltigeurs. Et Jacques, il est très porté sur le dessin, la sculpture et tout ça. Et il dégote qu'il y a eu un professeur dans l'Oise, Thierry Hardier, qui a fait un livre sur Leclabert. Et Leclabert est un artiste. Et Leclabert dessine. Il dessine des soldats. Alors on se dit peut-être qu'avec un peu de chance, on va avoir notre Biloret qui sera dessiné. Mais il n'y est pas. J'ai confirmation qu'il n'a pas été dessiné. Il y a un soldat qui a écrit dans Hurlebut qui est dessiné. Donc il y a des dessins avec des personnages anonymes, il y a même des ombres, des choses assez troublantes, mais il n'y a pas. J'ai rencontré Thierry Hardier, on a correspondu, puis on s'est rencontré à l'occasion des journées des professeurs d'histoire géo qui ont lieu à la Maison de la Culture, et puis autour de ce secteur-là, dans Amiens, à l'automne dernier. Il m'a confirmé qu'il n'y avait pas d'image autre que celle qui a été publiée dans son livre. Donc là, mauvaise pêche, mais bon, bonne intuition, mais mauvaise pêche aussi dit. Ça nous a permis de reconstituer des passages dans le parcours des soldats et donc du régiment, et en particulier dans les habitats troglodytiques qu'il y a eu entre l'Aisne et l'Oise, à ce moment-là. D'autres amis se sont joints, alors bien sûr l'équipe d'Olivier, de l'Agence pour le Picard, Michel qui a pu aller à Poix, enfin voilà, c'était sur la génération suivante, sur René Biloret, je ne veux pas trop vous envoyer, c'est sur Georges. Mais donc des enquêtes, ça ne se mène pas tout seul et ça ne se mène pas à distance, il faut aller sur le terrain. Alors j'y suis allé, mais Jacques Dulphy a eu des intuitions, il est allé à Rouvroy-en-Santerre, il a découvert la tombe de la belle-fille de Biloret. À Poix-de-Picardie, il fallait avoir des documents, et puis en fin de compte ça s'avérait que c'était plutôt à Croix-Rouge sur la mort de René Biloret en juillet 1944. Donc il y avait des éléments à retrouver. Il y a aussi les annuaires. Donc ça c'est Jean-Pierre Calais qui a énormément d'annuaires de la Somme, qui nous a donné des informations. Il se trouve que Georges Biloret et son fils, enfin sa belle-fille plus exactement, habitaient ici à Amiens à la fin de leur vie, rue Edmond-Lebel, là au-dessus du Cire. Et on a une abonnée à Chanchemont qui habite rue Edmond-Lebel, voilà, qui a connu les parents, pas Georges Biloret, mais la génération suivante, donc, qui se souvient très bien de tout ça. J'ai pu correspondre, enfin lui téléphoner. C'est le hasard, mais le hasard aide. Hein. Et puis, avec tout ça, j'ai toujours pas d'image, j'ai toujours pas de descendance. Donc il y a bien un René Biloret. Et là, il y a un travail qui a été fait autour des sociétés savantes qui étaient très actives, qui existent encore pour certaines, sur Amiens, à la charnière du 19 et 20e siècle. Les sociétés savantes, c'est la Société des antiquaires de Picardie, hein, ceux qui ont fondé le musée de Picardie. Et puis, Georges Biloret, en fait, était instituteur. C'est dit dans un de ses textes, on a la confirmation.
Les instituteurs, à cette époque-là, faisaient un travail, on en parlait un petit peu tout à l'heure, un travail d'histoire locale, et ils écrivaient bien souvent la monographie de leur village. Et Georges Biloret a proposé la monographie du village où il était enseignant avant-guerre, donc au Four-en-Santerre. Et cette monographie a été primée par le prix Le Prince en décembre 1914. Et il écrit, donc on retrouve ça dans les bulletins, alors là, c'est pas numérisé, il faut lire. Mais donc on retrouve ça dans les bulletins de la Société des Antiquaires, avec les remerciements du fond de sa tranchée de l'auteur. Et donc, et de l'autre côté, on a des informations qui se retrouvent. C'est des bouquins inédits, hein, donc c'est des choses qui sont à l'ABM, qui sont sous forme encore de manuscrits, c'est le prix Le Prince. Et après-guerre, il fera une autre monographie de Saint-Aubin-Rivière. Donc on a aussi comme ça des traces de la présence. On a la liste des adhérents, par exemple, qui permettent de s'y retrouver. Si vous voulez mes secrets, je vous les donnerai, mais je ne veux pas abuser de votre temps. Puis j'ai grand faim d'entendre chez Jeune Nazu nous dire du Picard. Puis grand qui est là-bas, qui guérit vachement. Donc voilà, un certain nombre d'éléments. Il a eu... notre Biloret, il a eu les palmes académiques. Alors là, je me suis rapproché d'un conseiller départemental, Jean-Jacques Stauder, qui pouvait avoir des entrées, qui m'a donné. Il y a eu des impasses aussi. Hein. Là, on n'a pas pu aller beaucoup plus loin. Et puis, à un moment donné, il y a eu un moment clé, fin octobre, à Ham, j'ai un ami, Philippe Renaud, que j'avais mis sur le coup, mais je lui ai dit, ouais, t'es instituteur dans différents villages du Santerre. Et d'un seul coup, bon, là, mon intuition me disait c'est à Liancourt-Fosse que ça se passe. Il y a quelque chose qui se passe à Liancourt-Fosse, j'en suis certain. Il est allé, il connaît le maire, il est allé le voir, et le maire lui a ouvert les registres d'état civil qui, eux, ne sont pas numérisés parce qu'ils sont moins que centenaires. Et donc, il n'était pas obligé de le faire, et il l'a fait. Et dedans, d'un seul coup, on a, alors je vous fais comme ça, Georges Biloret, c'est notre soldat, hein, c'est lui. Il y a René Biloret, son fils unique. Et puis, je dis, il a des filles. Il a peut-être des fils aussi. Et donc, à Liancourt-Fosse, on voit la naissance des deux filles, donc les deux petites filles de Georges Biloret. La première qui s'appelle Reine, son père s'appelle René, elle c'est Reneux, hein, Reine. Et la deuxième s'appelle Françoise. Notre Georges Biloret s'appelle Françoise, Georges Biloret, Reine et Françoise. Et donc, ces dames, ces demoiselles avant-guerre, dames ensuite, je vous en dis un mot. La deuxième, Françoise Biloret, elle est aliénoise, elle a été professeure d'allemand, ce qui était très souvent le cas de filles ou fils de soldats qui avaient fait la guerre de 14 ou 40, qui voulaient que ça ne recommence plus, qui voulaient que leurs enfants professent l'allemand. Je pense qu'en Allemagne c'est peut-être la même chose. Elle était professeure d'allemand et elle est décédée, elle ne s'est jamais remise de la mort de son père, elle a fait une énorme dépression, et elle est décédée à Amiens il y a bien longtemps sans descendance. Et puis Reine, l'aînée, Reine Biloret, qui, et ça c'est super, c'est l'état civil français, c'est un truc qui a été inventé par François Ier, qui fonctionne toujours comme le dépôt légal, et c'est grâce au dépôt légal, et c'est grâce à l'état civil qu'on peut trouver ça. En temps de François Ier, ça ne s'appelait pas l'état civil, c'était les registres de catholicité, ça ne change rien, c'est la continuité. Et bien, grâce au registre d'état civil moderne, contemporain, on a des mentions marginales. Et j'ai vu que sur la photo que Philippe m'avait envoyée, Reine Biloret épouse Scarlaquins. Alors franchement, si vous connaissez des Scarlaquins, il n'y en a pas lourd, il n'y en a aucun en Picardie, il y a une famille en France. Donc là, ça c'est le coup de bol, c'était rien qu'un Dupont, ça aurait été beaucoup. Jean-Bernard, mais un Durand aussi, même un Vigneux, ça aurait pas été simple. Mais Scarlaquins, il y a un. Tombé sur Internet, un numéro de téléphone au Pays Basque, donc le plus improbable qui puisse être quand même. Et quelqu'un décroche le téléphone, Madame Rescarlaquins, oui, cette dame-là a 89 ans, elle va avoir 90 ans. Vous êtes la petite fille de Georges Biloret? Oui. Voilà. Et rien que ça, je veux dire, ça crée une émotion au bout de 2 petits mois de recherche, presque 2 mois. Et puis, on est rentré en conversation. Et elle m'a confirmé tout un tas de choses. Et je viens de citer la contribution. Mais donc, cette dame là, de 90 ans quasiment, qui entend parler de son grand-père, de son père,
Et je lui dis, vous savez, surtout, je ne suis pas indiscret, je ne vous veux rien, j'ai rien à vendre. Je lui ai dit tout de suite, parce que avec les démarchages téléphoniques, elle m'a dit, vous savez, je suis une vieille dame. Je lui ai dit, vous êtes Picard? Ah oui, je suis resté Picard, mais je n'ai plus entendu parler du Picard, de la Picardie. Je ne m'occupe pas de la tombe de mes grands-parents. Elle est probablement, je ne l'ai pas rencontrée, probablement handicapée parce qu'elle a une aide à domicile. Et puis on a causé d'un tas de choses. Ah, vous me faites du bien, vous me rappelez des souvenirs. Vous vous rendez compte, mon grand-père est mort en 1950. Son père est mort en 1944 dans des conditions absolument tragiques, sous comment il a été réquisitionné par les Allemands pour boucher les trous de l'hôpital de Croix-Rouge. Et donc on a eu des précisions aussi là-dessus, parce qu'on a cherché énormément de choses autour de la mort de René Biloré. Et donc ça lui a fait énormément de bien. Et donc je lui ai demandé gentiment si elle avait des photos de son grand-père. Mais bien sûr, donc les photos qui circulent, c'est elle qui nous les a envoyées. Et je lui en sais gré. Et puis si elle avait une descendance, j'ai commencé à rentrer un peu dans l'indiscrétion, parce que parler d'un soldat de 14, et puis voilà, là c'était le dessin de Clara. Elle dit oui, j'ai une fille unique qui a 44 ans, et qui n'a pas d'enfant, qui n'est pas mariée. Et quand j'ai eu Hélène, la 4e génération, Hélène Scaracas, elle m'a dit, bah, après moi ça sera fini. Elle m'a dit, vous ne pouvez pas imaginer le bien que vous avez fait à ma mère. Et elle dit, mais c'est des conversations qu'on n'a jamais eues, qu'on n'aurait jamais eues. Et il ne savait pas que Georges Biloré avait écrit en picard. Il n'a jamais écrit en picard que pendant la guerre 14, que quand il était sous les drapeaux. Et il n'en a pas fait état. Ils n'ont pas dans la famille d'archives de Hurlobu. C'était quelqu'un qui aimait le picard, qui chantait mais qui n'écrivait pas, qui dessinait beaucoup. Il y a des dessins, bon, voilà, de Georges Biloré. Là, c'est synchro. Dans le Hurlobu. Et donc, tout ça, c'est raconté dans le livre. On a fait aussi des recherches essentiellement sur Internet à partir de cartes postales pour avoir des iconographies pour retrouver l'ambiance, les lieux qui sont décrits par les différents soldats. Alors je vous dis un petit mot très bref des 4 autres soldats, des 4 autres personnes qui ont écrit dans Hurlobu, parce qu'il y en a un qui n'est pas soldat. Le premier, c'est le premier éditorial, c'est Ernest Comte, qui n'écrit pas en picard, mais qui émaille son français de vocabulaire picard. Et donc là, c'est net. Je n'ai pas insisté sur rechercher qui était ce Ernest Comte. Il y a un personnage qui est très émouvant, c'est F. Gondry. Son texte il y a un trou dedans, il y a un VR qui manque, donc le texte est parcellaire. Je suis persuadé que ce n'est pas un F, que c'est un E. À cette époque-là, les soldats dans les tranchées écrivaient énormément au crayon de bois, le crayon mine. Et donc, les choses pouvaient s'effacer. Si c'est lui, c'est Eugène Gondry. Il était à Miennois, rue Frédéric Petit. Si c'est bien lui, il était blessé quand son texte a été publié. Il est mort avant la fin de la guerre. Il ne faisait pas partie de ce régiment. Mais il a pu donner à un de ses camarades de misère un manuscrit en picard. Et alors c'est du picard purement amiénois. On peut le mettre dans la bouche de la fleur, il n'y a pas de problème. Et donc c'est un texte contre le Kaiser, contre les Allemands, c'est le texte indicatif. Et donc c'est probablement lui, parce qu'il n'y a pas de Gondry qui correspondent dans les recherches que j'ai pu mener. Ceci dit, là, si quelqu'un veut s'amuser, avec un seul texte parcellaire, c'est pas évident. Le dernier à avoir écrit, mais il y a l'avant-dernier. Le dernier à avoir écrit, c'est Camille Dupetit, c'est dans le dernier numéro 8 de Hurlobu. À ce moment-là, Biloré écrit, mais en français. La 4e compagnie du régiment va être dissoute, tout le 4e régiment. Il n'y avait plus assez de soldats, il fallait de la chair à canon. Donc on a dissous les 4e compagnies et on a reversé les soldats dans la 3e, la 2e et la 1re. Plus ceux qui faisaient les mitrailleuses. Donc en fait, tous les régiments étaient comme ça. Donc le régiment disparaît, donc le Hurlobu disparaît. Et ils partent dans d'autres régiments, les amis sont séparés, les réseaux sont démantelés à ce moment-là. C'est précisément il y a 100 ans, presque jour pour jour. Et donc Camille Dupetit, il faut qu'il y ait du picard. Camille Dupetit n'est pas mobilisable parce qu'il a eu des gros problèmes de santé, et donc il va donner un texte à vocation humoristique. Et Camille Dupetit, c'est quelqu'un qui est bien connu dans le monde picardisant, qui a écrit énormément de pièces de théâtre, en particulier dans l'entre-deux-guerres, qui ont été jouées jusqu'aux années 90 par Georges Cukor. Et puis il y a le 3e, donc l'avant-dernier,
sur les 5, le troisième autre contributeur, Emmanuel de Rouget. Alors lui, c'est un personnage, on en dit très peu de choses dans le livre, si ce n'est que il est de la Somme, il est né à Aires-sur-la-Lys, mais chez sa grand-mère, comme ça se faisait beaucoup, et il est de Guyancourt-sur-Noix. Il est comte, il y a Ernest Comte, mais lui il est vraiment comte, fils de comte, et père de comte, plus tard il aura un fils, donc d'extraction noble. Emmanuel de Rouget figure par deux textes, dont un qui est assez picard et l'autre qui est plutôt picardisé, mais peu importe, il figure avec de la langue picarde dans le Hurlugut par deux fois. Il ne figure pas ailleurs. Et il est, ce personnage-là, dans la vie civile avant-guerre, il est maire d'une petite commune en Bretagne à côté de Saint-Brieuc. Alors un mot sur la Bretagne, à cette occasion-là. La zone de repos du 12e régiment d'infanterie territoriale, c'était Morlaix en Bretagne. Et à Morlaix, il y avait un hôpital militaire, et Georges Villeray y est passé plusieurs fois. Et Georges Villeray, sa petite fille, m'a dit « Ah oui, mon grand-père faisait l'école en Bretagne quand ils étaient au repos, parce qu'il manquait d'instituteurs. » Et donc il faisait l'école aux petits Bretons, et il s'est lié d'amitié avec un menuisier. Et ce menuisier lui a fait une salle à manger de style breton, qu'il a gardé toute sa vie et qui est là, à côté de moi, au Pays Basque maintenant. Et elle ne savait pas le lien qu'il y avait, en fait, précisément. Elle savait que son grand-père habitait en Bretagne pendant la guerre, mais donc elle n'avait pas tous les éléments. Et donc cette salle à manger, commandée par un soldat de la guerre 14 qu'écrivant Picard, elle existe toujours, là, au moment où on se parle. Et donc ce régiment allait en Bretagne, et Emmanuel de Rouget a probablement là-bas fait souche. Et dans un livre qui a été censuré pendant la guerre 14, écrit, alors là c'est amis féministes, je vous invite à le lire et à le relire, c'est le seul nom propre qui soit prononcé dans ce livre, donc c'est grâce aux recherches qu'on trouve tout ça. Marcel Capy, qui a écrit pendant la guerre des textes qu'on considérait à l'époque comme antimilitaristes, je dirais copiés, ils sont pacifistes, mais bon, ils étaient considérés comme ça, extrêmement censurés, mentionne la couardise d'Emmanuel de Rouget, qui a fait des actes faux en écriture publique, où il s'est inventé des filles ou fils, je ne sais pas, enfin s'est inventé des enfants pour ne pas être mobilisable en 14. Il a fait l'objet d'un procès qu'il a perdu, et il a donc été mobilisé en décembre 1914, et après, comme il a intégré un régiment, l'armée a cru bon, donc il a eu appel, et en appel il a été blanchi. Donc vous en penserez ce que vous voulez. Tout ça, c'est dans les archives départementales de la... Je vous regarde, c'est pas bien, vous disiez pour rien. Non, mais donc dans les archives départementales, dans sa fiche matriculaire, il y a tous ces éléments, le procès, puis ensuite, le procès qui a été donc annulé en appel. Et il a donc été, Emmanuel de Rouget, intégré dans ce régiment, il a donc participé. Et, hasard, réalité, je n'en sais rien, on n'a aucune trace, toujours est-il qu'après-guerre, c'est lui qui va être considéré comme étant le fondateur de Hurlugut et qui va, à ce titre-là, bénéficier d'une décoration nationale qui a été remise à tous les fondateurs de journaux de tranchées, qui n'étaient pas des journaux clandestins, qui étaient des journaux tout à fait encouragés par l'état-major. En particulier français, mais pas uniquement, il y a des journaux de tranchées dans les deux camps. Voilà. Je ne serai guère plus bavard, si ce n'est d'encourager le conseil départemental à continuer la numérisation des archives, à continuer de les mettre à disposition du public et à inciter les jeunes qui vont bientôt prendre la parole à être curieux, à lire et à s'approprier notre histoire régionale qui fait aussi des pages de l'histoire de France. Avec, merci.